Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Francis Pelletier, cofondateur de Modular. Ils sont entrepreneurs général spécialisés dans des projets sur mesure architecturaux. On va parler de leur réalité dans le domaine de la construction et le futur de leur entreprise. Je vous souhaite une bonne épisode. On se voit bientôt. Ciao la gang! Salut Francis. Salut. Enchanté. Super content de t'avoir sur le podcast. Puis comme que je disais tantôt, vraiment cool. Premier entrepreneur qui est sur place. Ça me fait plaisir. J'ai des grands souliers à chausser. Non, mais en fait, oui, mais non. Mais en fait, le but d'aujourd'hui, c'est justement d'explorer un peu ton parcours, de voir qu'est-ce que vous faites présentement ou que vous en allez dans le futur. Fait que pour une petite introduction, juste nous parler de toi puis ton entreprise, en fait. Parfait. Ben moi, c'est ça, c'est Francis Pelletier. Je suis dans le domaine de la construction depuis un peu plus qu'une dizaine d'années. OK, ça fait au moins une décennie que tu es là-dedans. Ouais, j'ai commencé directement en finissant à l'université. Dans le fond, comme je te disais tantôt, j'ai étudié en architecture. Puis dès la fin de l'école, je me suis sauté lancé tout de suite là-dedans. affaires. Let's go. Ouais. OK, t'es sauté directement dans l'entrepreneuriat, t'as lancé ta business en sortant là, direct. Exactement. OK. Ouais. J'ai fini l'école, on se rappelle de la grève étudiante 2012. OK. Pendant cette année-là, j'ai eu le temps de penser, puis avec des amis. Ouais, puis avec des amis d'école, on a comme réfléchi à notre petit modèle d'affaires, l'entreprise qu'on voulait lancer. Donc, j'ai été un des fondateurs initialement de l'Abri, qui est une firme d'architecture qui est encore en affaires. OK. Puis rapidement, moi, je me suis concentré sur le volet construction, qui a fini par aboutir à Modular, qu'on a fondé il y a maintenant un peu plus que 5 ans. Puis pourquoi plus côté construction? Ben, par rapport à ma personnalité, j'aimais l'action, j'aimais le concret dans tout ça, plus que d'être devant un ordinateur à journée longue, à dessiner des plans. Je pense que le lien avec la construction, pour moi, m'intéressait. Puis au début, c'était littéralement moi qui construisais. OK. Fait que t'as de l'expérience sur le chantier. T'as travaillé avec tes mains aussi, là. Ouais. Écoute, j'ai appris sur le tas au début, mais j'étais charpentier menuisier sur mes chantiers. C'était tout petit, là. C'était juste moi et des fois une personne pour m'aider. OK. Donc, je faisais tout, là. Je rencontrais les clients, j'estimais les projets, je passais mes commandes, gérais mes sous-traitants, je construisais. Fait qu'un vrai jeune entrepreneur, en fait, dans la construction. Un vrai jeune entrepreneur. Fait qu'au début, c'était des tout petits projets. C'est pour ça que je suis capable de gérer un peu tout. C'est ça. Après 5 ans, ça avait pris de l'ampleur. Puis je travaillais beaucoup avec Julien, qui est mon associé maintenant. Lui, il avait sa petite compagnie. Moi, j'avais la mienne. On travaillait tout le temps ensemble. Lui, il y avait une entreprise de construction. Même chose, mais lui aussi, solo, un seul homme. Lui, il faisait aussi de la vitre, des vitriers, des rampes de verre, des douches, des trucs comme ça. Puis, quand il n'y avait pas de contrat de vitre, il venait sur mes jobs. On travaillait ensemble. Il y a une belle chimie, en fait. Exact. Puis en plus, on est des amis de jeunesse. On se connaissait. Puis, c'est ça, il y a un peu plus que 6 ans. 6 ans, mettons, on s'est rendu compte que ça prenait de l'ampleur. Il y avait des gros projets qui s'en venaient. Il fallait structurer tout ça. Puis on a décidé de fonder Modular. Good. Puis Modular, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tu viens nous parler d'architecture, construction, mais qu'est-ce que vous faites là, présentement? Exact. Mais le modèle d'affaires de Modular, on est un entrepreneur général. Qui se spécialise dans les projets architecturaux. On bâtit des relations avec différents architectes, designers. Beaucoup dans le résidentiel et dans le commercial. Donc, des projets sur mesure, toujours différents. On aime ça, les défis, faire des choses qu'on n'a jamais fait, trouver des solutions avec les architectes, avec les designers, puis nos clients, évidemment. Donc, c'est ça. Puis un peu plus concrètement, c'est une gang qui est rendue une 60aine de personnes. OK, vous êtes 60? Ouais. OK, je pensais pas. Ouais, ça a bougé vite en 5 ans. OK, ça bouge, là. Ouais, ça bouge. Ça bouge. Fait que là-dedans, c'est une 30aine de charpentiers menuisiers. OK. Puis la balance qui est l'équipe comptabilité, chargé de projet, etc. Administration, tout ce qui vient avec une entreprise de cette taille-là. Puis on parlait de clients, tu parlais de clients résidentiels, plus commercial. Mettons, des clients résidentiels focusés sur quel type de projet architecturaux? C'est maison, chalet, vous faites un peu de tout? Un peu de tout. Vous naviguez, là, un peu de tout. Le core de la business à Montréal. Okay. Donc, c'est beaucoup de la rénovation, mais de la rénovation majeure, je dirais. Donc,
soit des strips complets d'une maison existante, agrandissement, on creuse des sous-sols, on fait du sous-œuvre, on rajoute des étages, tout ça. Puis à ça, ben, on greffe évidemment le côté architectural. Donc, donc il y a un côté technique à tout ça, parce que c'est à Montréal, les espaces restreints, les accès, les vieux bâtiments, etc. Toute la complexité de Montréal, puis, en fait. C'est ça. Puis on livre des projets à la fin qui sont des projets de super haute qualité, qui sont faits pour durer longtemps, sur mesure. On accompagne le client là, jusqu'où il veut qu'on aille. On peut se rendre jusqu'au mobilier. On fait vraiment tout. Puis ça, c'est selon la relation justement avec les clients ou avec l'architecte. Il y a des architectes avec qui on se rend jusqu'au bout. Il y en a d'autres où on ne se rendra pas jusqu'au mobilier, mais on va livrer en général des projets qui sont complets, qui sont préhabités par nos clients. Puis c'est ça, puis parce que toi, t'es étudiant en architecture, fait que dans le fond, combiner l'architecture et la construction, c'est que justement, tu peux voir un peu du point A au point B, mais en même temps, tu peux toujours être créatif et non juste bâtir avec tes mains. C'est un peu ça aussi, en fait, de partir de l'architecture jusqu'à la construction. Ça doit être ça qui te fait triper, en fait. Oui, puis je pense que c'est quelque chose, une plus-value de notre entreprise. La part que je peux avoir puis que j'essaie de donner aux autres, c'est que être en mode solution. Puis moi, j'ai été de l'autre bord de la médaille. J'ai été assis à réfléchir à des projets puis faire des... Puis donc, je pense que ça fait une différence pour les clients puis pour les architectes avec qui on travaille. On leur renvoie pas la balle, on est avec eux pour trouver une solution ou leur proposer des idées. Puis ça, je pense que c'est vraiment bien vu. Parce que c'est ça, est-ce que ça vous différencie que vous ayez le département architecture à l'interne? Est-ce que tu penses que c'est un atout pour vous? Ou, tu sais, comme un autre entrepreneur général, peut-être au niveau architectural, doit aller à l'extérieur ou doit aller se contracter? Vois-tu un... On n'a pas le département architecture à l'interne. OK. On a des relations avec beaucoup d'architectes. Ça fait des années qu'on fait des projets avec eux, mais c'est pas directement à l'interne. Mais quand même, je pense que c'est là qu'ils voient un atout. Ils nous présentent un projet. Il y a des choses qu'ils savent pas comment faire. Ils ont l'idée, là, mais ils savent pas comment la faire. Puis nous, on leur propose une stratégie ou comment on va le faire. Ouais. Okay. Exactement. Ou, on a fait ça dans un autre projet. On pourrait reproduire cette idée-là ou retravailler la façon dont on avait réutilisé cette façon de faire-là. Puis... Fait que dans le fond, on en parlait un petit peu tantôt, votre spécialité, c'est vraiment les micro-détails. Donc, vous livrez pas dans le nombre, mais plus dans la qualité. Peux-tu parler justement un petit peu de ça? C'est quoi le mindset alentour de Modular? Pourquoi vous voulez focusser là-dessus à la place de sortir beaucoup de volume? Ouais. Ben, premièrement, par passion. Parce que moi, je veux dire, ça me passionne de faire des projets de qualité. Puis c'est pas juste... Tu sais, on peut... Souvent, les gens vont dire « Ah, vous faites des projets haut de gamme. » C'est vrai que la plupart du temps, c'est des projets qui sont assez haut de gamme, mais je pense que pour moi, en tout cas, le plus important, c'est que c'est des projets durables et de qualité. Je veux dire, on entend parler partout, là. La surconsommation, les problèmes environnementaux et autres. Si tu fais une maison qui dure 25 ans, puis si tu fais une maison qui dure 50 ans, il y a une différence. Exactement. Laquelle la mieux? Fait que c'est la qualité, pas juste pour la photo, mais la qualité d'isolation, la qualité d'étanchéité, la qualité de la mécanique du bâtiment. Fait que, tu sais, oui, on est beaucoup reconnus, puis c'est ça qu'on voit sur les photos, c'est les beaux détails, les beaux mobiliers, les bénisteries. Mais je pense que c'est tout qui est important. C'est vraiment pas juste ça. Ça doit attirer une certaine clientèle, en fait. Là, il doit y avoir du monde qui sont beaucoup plus piqués sur les détails que d'autres qui veulent justement que ça coûte le moins cher possible et que ça soit le plus vite possible. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir un marché qui est intéressant à ce niveau-là aussi. Sinon, vous ne seriez pas là, en fait. Exactement. Puis quand tu investis autant, même si ton focus initial, c'était la qualité de tes intérieurs, quand je veux une cuisine, je veux une super cuisine, je veux des belles salles de bain et tout, mais après, c'est assez facile de t'amener et de te dire, ben si tu investis autant dans tes intérieurs, il faut que la coquille, il faut que la fondation, il faut que l'ensemble suive. On va pas te mettre une cuisine d'une super qualité dans une boîte. Dans une boîte de carton. Dans une boîte de carton. Exactement. OK, parfait. Puis tu sais, tant qu'à être là, en fait, au niveau des clients, peux-tu nous expliquer en mots les plus gros projets ou les plus beaux projets selon toi que vous avez faits? Oui. Sur le bout des doigts? Oui, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Là, il y a un projet, je nommerai pas de client, mais vraiment intéressant pour nous qu'on commence parce que c'est un nouveau créneau. On a été invités justement pour la qualité de ce qu'on fait, mais c'est pas le genre de projet qu'on faisait avant. C'est un refuge pour personnes itinérantes. Mais les architectes et les clients avaient une vision où
on peut penser que ça sera pas important pour eux, mais en fait, eux voulaient faire quelque chose de vraiment d'une belle qualité, offrir un espace de qualité à ces gens-là. C'est un refuge. Eux, quand ils se sont présentés à nous, ils nous ont dit on est le refuge où tu vas quand tu t'es fait sacrer dehors de tous les autres refuges. Fait qu'ils prennent tout le monde, puis beaucoup les Autochtones. Puis c'est ça. Ça a été... on commence là, dans les jours qui viennent, ce projet-là. Donc ça, c'est un projet à Montréal où c'est un super défi pour nous, un gros projet, un beau défi technique, mais c'est vraiment intéressant qu'il y ait rentré une qualité architecturale là-dedans. Puis pour eux, ça fait partie... Ça fait partie de leur aide à leur clientèle. C'est d'avoir des espaces de qualité, réconfortants, accueillants. Mais ça aide, ça fait partie du processus pour leur clientèle. Donc ça, c'est un beau projet. Il commence à peine. Mais ça, pour moi, c'est excitant. Puis c'est nouveau. Puis ça nous ouvre un autre marché. Puis le filon, pour nous, c'est l'architectural. Puis que quelqu'un ait décidé de faire un refuge où la qualité du projet est importante. Pour nous, c'est vraiment impressionnant. Puis ça contraste beaucoup avec d'autres choses qu'on fait parce que, genre des chalets dans le nord, des trucs comme ça? Ou? Un projet que j'ai en tête qui a été un gros défi pour nous, on a fait un gros penthouse sur Sherbrooke, au centre-ville. Qui a acheté, en fait, il a acheté 3 penthouses. Un à côté de l'autre. Puis il en a fait un? Puis il en a fait un. Puis on l'a ouvert sur 2 étages. Ça, c'est... Puis c'est complexe en hauteur comme ça? C'est extrêmement complexe parce que c'est une tour des années 60. Donc, il faut que... Moi, j'ai souvent comparé à comme les 12 travaux d'Astérix. Parle-moi de ça. Parce qu'il y a plein de technologies ou d'équipements auxquels on n'avait pas accès. Parce qu'on avait, pour autour de 7000 pieds carrés, accès à un ascenseur, à peu près la grosseur d'un ascenseur standard. Donc, pas un mont de charge ou autre. Fait qu'il faut que tu passes dans un mont de charge des millions et des millions de dollars de matériaux et de main-d'œuvre pour construire ton fait que t'avais pas de mont de charge. Pas de mont de charge. T'avais pas de grue pour monter ça en haut. 32e étage. Fait que ça, c'était un défi. Au-delà du fait que c'était, justement, ça, c'était un projet très, très haut de gamme, d'une grande qualité, mais... on a changé l'escalier de place pour recouler la section de dalle où il y avait l'ancien escalier. C'est des jours et des jours de poches de béton qui montent. Parce que tes gars devaient être contents. Oui, il y en a des pompes, mais c'est un peu ridicule de faire venir une pompe pour 3 mètres cubes de béton. Fait que c'était toutes ces décisions-là, puis d'être créatif. La créativité qu'on a pour les détails puis la finesse de nos... Mais faut que tu l'aies à toutes les... Dans ce projet-là, il fallait l'avoir à tous les niveaux. Puis les plafonds sont relativement bas. Dans ce temps-là, c'était moins bien... 65, tu dis? Les années 60, je me souviens de la construction. Puis ça, admettons, on saute sur un autre sujet, là, maintenant, mettons, quand tu pognes un bâtiment vieux comme ça, y a-tu certaines choses que tu ne peux pas faire, que tu dois faire attention? Y a-tu des choses que tu dois préserver? Mais quoi, on peut-tu embarquer dans ces détails-là? Tu sais-tu? Ou... Dans ce projet-là? C'est beaucoup. Dans ce projet-là, t'es le dernier. T'es le dernier en haut. Fait que t'as des millions de dollars de condos en dessous de toi. Fait que les assurances sont nerveuses. Fait que ça c'est de 1. Tu fasses attention. Fait que chaque percement doit être calculé, doit être... Pour la nouvelle plomberie ou autre dans ta dalle, il faut que ça soit vraiment bien réfléchi, au niveau approuvé. Des horaires de travail, ça doit être différent aussi. Les horaires de travail, oui, exact. Mais là, ça, dans ce bâtiment-là, tu commences puis tu reçois le manuel, je me souviens pas comment il l'appelle, mais le manuel du bâtiment avec tu as 100 pages de réglementation, de trucs à suivre. Ça devient des chantiers, déjà que c'est complexe, c'est encore plus complexe au niveau de la main-d'œuvre. C'est ça, des choses aussi niaiseuses que tu appelles un sous-traitant, tu dis j'ai un projet, c'est centre-ville. Déjà, OK, là, stationnement, tu vois, ça tourne dans leur tête, livraison et puis tout ça. Puis après, tu leur dis, à cause des règlements de l'immeuble, on peut juste commencer à 8h30. Là, on parle de gars qui aiment ça commencer à travailler à 6h. 8h30. Au niveau du perçage, ça. Non, tous les travaux. Tous travaux bruyants, mais essentiellement, tout est bruyant. À la fin, quand on peinturait, c'était peinturer, c'était bruyant? Non, ça, c'était correct. Mais ça, tu vois, fait que c'est des choses que tu vois pas à la fin. Non, c'est ça. Qui étaient complexes. Fait que c'est toute une négociation avec tes sous-traitants, avec les voisins, avec l'immeuble. Donc, oui, c'est travailler dans une tour ou dans un bâtiment, un multiplex, même si c'est pas une tour, il y a de la complexité. C'est un gros défi. Fait que, dans le fond, outre la qualité de votre travail, vous êtes aussi engagé pour faire des
des travaux qui demandent une certaine complexité, en fait. Là. Ouais. OK. Puis si on saute dans peut-être un autre sujet tout de suite, admettons, là, toi, depuis que tu es dans la construction, puis où tu penses que ça s'en va, au niveau de l'innovation, as-tu vu des changements au niveau de l'architecture? Là, 10 ans, comment que ça fonctionnait? Au niveau des chantiers, tu nous parlais un petit peu depuis quand toi, tu as commencé, puis où qu'on est rendu à ce moment. C'est quoi les changements, puis où tu penses que ça s'en va là, au niveau de la construction, l'innovation, les technologies, où tu vois ça aller? Ben, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. D'innovation depuis que je suis là, puis même... on est entouré de technologies. Puis nous, ben, il y a encore beaucoup, puis je veux dire, je les respecte, j'adore tout ce qu'on fait dans la construction, mais il y a encore beaucoup de métiers que c'est quasiment artisanal. Ouais. Je veux dire, on réussit, les gars deviennent, ou les filles, mais deviennent des experts. Des experts, par exemple, un tireur de joints, il développe des trucs mais il tire encore des joints de plâtre sur des feuilles avec de gyps. Le rouleau. En 2024, on peut faire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'amélioration qui est possible. Je pense que ça vient... Il y en a un peu dans toutes les sphères. Je pense qu'il y en a en planification avant la construction. Tout ce qui est admin, tout ce qui est bureau. Je trouve que je pense que les plus gros entrepreneurs et les plus gros bureaux d'architecture et autres ont comme beaucoup commencé à travailler avec le BIM. Donc, la réalité... Puis même se rendre jusqu'à la réalité. Les drones, puis toutes ces bébelles-là. Là. Ben, le BIM, le BIM, c'est un... Ce que ça l'englobe, là, dans le fond, c'est un... Peu importe le programme informatique qui est utilisé, c'est que la maquette 3D du projet est utilisée en temps réel ou pas, mais est partagée par tous les intervenants. Ingénieurs en structure, ingénieurs mécaniques, architectes, name it. Tu sais, avant, c'était un peu comme, le premier sous-traitant qui arrivait, il passait là, l'autre trouvait une façon. Là, chaque tuyau, chaque fil est modélisé et planifié. Puis ça va là, puis l'autre, il passe à côté. Ouais. Ah ouais? Ça fait déjà plusieurs années. Ça commençait... Fait que c'est de plus en plus je pense courant, que c'est de plus en plus courant. Okay. C'est pas rendu implanté à notre échelle de la petite maison. Le besoin est un peu moins là, honnêtement, pour une maison. Mais tu vois, ça, je pense que ça va continuer d'évoluer, puis ça va aller... Là, ça commence même... Le BIM se fait en réalité virtuelle. Fait qu'avec les lunettes, tu peux aller, exemple... La coquille est coulée, les slabs de béton sont là, les étages sont montés. Ben, tu peux littéralement aller voir, OK, je vais avoir une colonne ici de plomberie, je vais avoir ça, mes divisions. Donc ça, je pense qu'il y a de l'évolution rapide qui va continuer de se faire de ce côté-là parce que c'est dans tous les domaines, la réalité virtuelle rentre. Mais tu sais, puis là, c'est un peu farfelu, mais tu penses-tu vraiment qu'à un moment donné, sur tous tes chantiers, tout le monde va avoir des lunettes, tout le monde va construire... genre dans une autre réalité, le chantier sur lequel que t'es? Penses-tu qu'on s'en va là? Peut-être. Je sais pas si ça va être une réalité complètement virtuelle, mais est-ce que tu vas mettre des lunettes, exemple, puis voir ce que tu as à faire, tu sais, en genre d'hologramme ou avec une certaine transparence, mais que tu te poses pas la question, tu le vois. Là, tu le vois, puis tu fais juste, mettons, foutre ton tuyau là, puis tu... Ouais. Peut-être. Là, j'y vais vraiment de ma... Non, mais c'est des choses qui s'en viennent, peut-être pas dans 2 ans, mais... Non, je pense que oui. Là où je suis plus... indécis, c'est qu'est-ce qui va arriver vraiment de la main-d'œuvre. Est-ce que on voit beaucoup d'efforts, mais c'est encore le début au Québec. En Chine, c'est très fort, mais la préfabrication, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est pas implanté, c'est pas commun, c'est pas mainstream, disons. Mais je pense qu'il va falloir, parce qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre, puis parce qu'on manque de logement, puis il va falloir trouver des façons efficaces de construire. Quand tu parles de pré-construction, préfabrication, c'est vraiment comme les Legos. Lego, ça peut être des modules que tu assembles, ça peut être des panneaux de murs, des planchers. Il y a comme plein de façons. Il y a aussi des petits modules. Exemple, tu peux avoir préfabriqué tes modules de cuisine puis tes salles de bain. OK. Fait que tu montes, ça commence à être quand même populaire. Tu montes tes tours encore là, tes étages en béton, exemple. Puis là, il y a une grue qui vient rentrer une cuisine, salle de bain. Puis après, tu as juste les autres divisions à faire. Fait que il y a plein de choses qui se développent. Encore là, tu vois beaucoup plus États-Unis ou les gros marchés, là, États-Unis, Chine. Puis nous, on est encore loin, mais tu vois, tout récemment, il y a un appel d'offres de la SHQ, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, pour les 500 logements. Et donc, le gouvernement qui lance un programme où ils veulent construire 500 nouveaux logements en 1 an et demi. Puis, contrairement à d'habitude, c'est pas un appel d'offres pour des projets précis. Là, ils nous demandent de monter des équipes,
un fabricant de préfabrication, des entrepreneurs, des architectes, des ingénieurs, monter des équipes, puis ils vont faire des maillages. Donc, ils vont nous mettre en lien avec une ville. On va dire, dans cette ville-là, on a tel terrain disponible, on a besoin d'un 24 unités ici, un 36 unités là. Donc, même nous, c'est un peu champ gauche par rapport à ce qu'on fait habituellement, mais on regarde ça, puis on a un peu d'intérêt parce que ça vient chercher notre curiosité. Notre curiosité puis notre intérêt à relever des défis qui peuvent paraître un peu impossibles au début de construire aussi vite des logements, mais quand même assurer une certaine qualité. Puis avec ça, ça c'est des choses qu'on voit puis qui vont peut-être orienter où va aller la technologie, dans le fond. T'sais, les besoins vont être de construire vite et bien beaucoup d'habitations. Exact. Puis tu viens de parler justement, peut-être que les villes, le gouvernement vont instaurer des nouveaux comme programmes pour peut-être accélérer la construction. Est-ce que tu vois justement peut-être une certaine forme d'innovation à ce niveau-là? Tu trouves-tu qu'il y a quelque chose qui se passe qui commence à être intéressant ou qu'on voit la lumière au bout du tunnel au niveau des constructions puis d'être en mesure de produire plus rapidement? On voit peut-être une petite lumière. Je sais pas si on arrive au bout du tunnel, mais tu sais, ça, pour moi, c'était vraiment, sans dire que je suis vraiment impliqué dans tout ce qui est appel d'offres public, mais le processus, je le connais, il y a depuis toujours quasiment été le même. On l'entend même aux nouvelles. Le plus bas soumissionnaire. Un projet est déposé, les gens soumissionnent, plus bas soumissionnaire remporte. C'est lui qui construit. Ben là, le programme dont je viens de parler, c'est pas ça du tout. Ils montent des équipes. Oui, on est évalué. Les équipes sont évaluées sur du pointage, l'expérience et autres. Mais après ça, ils vont distribuer ça dans les équipes selon les forces. C'est pas toute la même qui va avoir toutes les constructions. Il n'y a même pas d'enjeu initialement, en tout cas, de budget. Là. OK. Tu montes ton expérience, les projets que tu as déjà fait, ce que tu peux amener à la table, tes idées. Bon, fait qu'ils vont avec la qualité puis l'expérience à la place d'y aller avec celui qui va coûter moins cher. Exact. Puis tu vois, là, à date, ce qu'ils nous proposent, c'est des 24 logements, des 36 logements. Bref, des modèles assez simples. Donc, ils disent, on vous donne une base relativement simple. On ne vous demande pas de faire des tours de 100 étages. Puis qu'est-ce que vous pouvez proposer comme façon de construire ces 24 unités-là ou ces 36 unités-là pour que ça soit efficace. Mais ça, tantôt tu parlais de la Chine, est-ce qu'ils sais-tu s'ils se sont inspirés de ça quelque part? Ou... Je sais pas. Non, on ne sait pas. Non, parce que c'est ça, comment qu'il y a d'autres... C'est sûr que la Chine sont beaucoup aussi, là, ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Nous autres, un des défis, c'est ça. Mais avant de passer à autre chose, penses-tu que la construction modulaire comme ça peut limiter à un moment donné le travail de chacun des métiers dans la construction? Penses-tu qu'il va avoir un effet? Ou avec la main-d'œuvre, ça va juste comme avec le manque de main-d'œuvre, ça va comme juste s'équilibrer? Peut-être éventuellement. En ce moment, en tout cas, on est encore. En ce moment, dans l'état actuel des choses, je pense que ça pourrait plus le transformer parce qu'en fait, quand on construit les modules, on construit un peu de la même façon. Fait que ça prend du monde. Mais en usine. Ça prend du monde en usine. Certains équipements de levage et autres, mais il y a encore beaucoup de travailleurs dans les usines qui construisent. Est-ce que ça, un jour, peut être fait vraiment plus de façon automatisée? Parce que c'est en usine par des... Probablement. Puis que l'assemblage sur site va peut-être rester plus des travailleurs directement pendant plus longtemps. Peut-être qu'éventuellement, tout va être automatisé. Non, c'est ça. Je pense mais ça, dans combien d'années ou dizaines d'années, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a définitivement place à ce que ça... Puis tu sais, comme là, on voit ça vraiment dans la construction résidentielle. Penses-tu qu'on va voir peut-être ça émerger quelque part d'autre? Le commercial, ça va être dur de faire du modulaire ou de... Bon point. Oui, moi, je le vois plus facilement dans le résidentiel. Parce que c'est tout des blocs, en fait. Chaque appartement ou chaque condo ou chaque place, c'est des blocs, en fait. Mais un commercial sur des gros chantiers, c'est quasiment impossible, en fait. Non. Ben, dans le cas du commercial ou l'institutionnel, c'est justement plus là que les pods, comme je parlais tantôt, rentrent en jeu. T'sais, même un hôpital peut faire un pod d'une salle d'opération. Elle est toute faite en usine, elle arrive. Bon, ça a l'air simple dit comme ça, mais on comprend le principe, c'est que tous les petits blocs plus longs à faire, qui d'habitude étaient tous faits un par un sur place, là, peuvent commencer. Fait qu'il y a ça qui, je pense, qui a quand même un avenir là, de ce côté-là. Là. Et ma prochaine question, vu qu'on est un peu dans la main-d'œuvre, as-tu une idée sur le pourquoi qu'on a une pénurie de main-d'œuvre présentement dans la construction? As-tu déjà réfléchi à ça?
J'y réfléchis. Moi, on est ultimement, si on prend le Québec au complet, tout petit là-dedans. Mais je pense qu'il y avait... Si je me prends moi, là, j'ai dit tantôt, j'ai 36 ans. Fait que quand moi, j'étais jeune, c'était quand même très, très valorisé d'aller à l'université. Puis je pense que les métiers de la construction ou les métiers de DEP ou l'étaient moins. Est-ce qu'il y a un lien là-dedans? Ça fait que beaucoup de monde sont plutôt allés dans tout ce qui est plus cégep ou université, en fait. Là? Exact. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Je pense que probablement. Mais après, écoute, c'est... C'est dur à dire. Hein? Ouais, je pense que c'est... Je peux te dire ce que j'entends dans les... aux nouvelles et autres, là, que je pense que juste il y a moins de population. Il y a juste moins de monde. Il y a moins de monde. Après, je pense qu'il y a beaucoup quand même depuis... Il y a quand même beaucoup d'immigration, puis je suis pas sûr à quel point c'est facile pour les nouveaux immigrants de rentrer. Ouais, c'est sûr que là, quand les bassins ouvrent, ils peuvent tenter leur chance, mais est-ce qu'ils ont de la facilité à se faire engager? Je sais pas. Non, c'est ça. Je sais pas. Ça reste un sujet qui est compliqué à comprendre, puis comment qu'on peut alimenter tout ça. Je pense, tu l'as dit un peu, là, je pense que pour de redonner un peu de brillance au métier de la construction, puis de rivaliser, de donner de l'importance à ces métiers-là. Je pense que c'est quelque chose, qui a droppé dans les dernières années. Les métiers avec les mains, puis de bouger et tout, c'est peut-être moins valorisé maintenant. Mais dans le même sens, au niveau de la santé-sécurité, depuis que toi, tu as commencé, puis où vous êtes rendu, tu parlais des gros chantiers en haut dans des penthouses, des trucs comme ça. Est-ce que tu as vu un changement ou tu penses que ça s'en va? Est-ce que tu as vu une amélioration? Ça a-tu dégradé au niveau de la santé-sécurité sur vos chantiers? Comment ça fonctionne? Moi, je vois une amélioration, puis là, je parle pour moi, puisque je vois, mais l'amélioration que je vois, c'est dans la mentalité des ouvriers. Je pense qu'avant, c'était pas valorisé, ou c'était même, tu te faisais quasiment niaiser si t'étais trop... Puis moi, je vois plus ça ou très, très peu. Là. Je pense que... Là, on est rendu comme à l'inverse au contraire. C'est même... il y a un apprenti qui va faire une tâche pour la première fois, puis c'est un des plus expérimentés qui va dire, comme... Non, fais pas ça, faut pas que tu fasses pas ça. C'est ça. Tu sais quoi de la silice de béton? Mets ton masque. Il est où ton masque? C'est pas cool, là, pas de masque. Fait que ça a vraiment changé parce que, fait que je pense que les gens prennent moins de risques. Au sérieux, là. Ouais, exact. Puis ils comprennent que, s'ils veulent vivre longtemps puis ou faire leur métier longtemps, c'est des beaux métiers, mais comme tu disais, c'est des métiers physiques sur de tes mains. Si tu fais pas attention, puis c'est des métiers que souvent tu peux commencer à 18, 19 ans. Si tu commences à cet âge-là, puis tu fais pas attention. Non, c'est ça, t'es rendu à 30 ans, tu te sens vieux. Là. Mais avez-vous une façon de votre côté de sensibiliser un peu vos travailleurs ou c'est comme tu dis, ça vient un peu là, dans la nouvelle génération, le monde sont un peu... Ça vient un peu naturellement. Je pense que pour nous, c'est des initiatives simples, du genre de fournir ce que les gens ont besoin. Leur fournir des lunettes, leur en parler ou leur demander. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez? Ou quand on fait nos visites de chantier, qu'on fait le tour, des fois, c'est ça. Surtout aussi quand t'as le nez dedans, c'est ton projet, tu focuses sur OK, j'ai toutes ces tâches-là à accomplir. Des fois, quelqu'un qui arrive de l'extérieur peut juste te dire hey, c'est ça. C'est comme OK, ça va prendre 10 minutes, mais. De plus. Installe mais ça faut que tu prennes le temps. Exact. Puis pour moi, c'est important. Puis aussi dans l'image d'un chantier, quand nos clients viennent, qu'il y a des garde-corps, que ça soit propre, que c'est des choses simples qui protègent notre gang, nos équipes. C'est super important. Puis que quand les clients viennent au chantier, surtout quand ils connaissent pas ça, ils voient que c'est propre, ils voient que c'est sécuritaire. C'est des choses qu'ils remarquent quasiment plus que les petites affaires techniques dont on est bien fiers, mais qu'eux, tu ne le vois pas. Je pense que c'est ces petites choses-là qui font la différence. Qui font la différence. Ouais. Puis, tu sais, on en parlait aussi un peu tantôt au niveau de tout ce qui est maison vert, maison lit, des trucs comme ça. Comme êtes-vous là-dedans? Tu vois-tu une évolution à ce niveau-là? C'est-tu encore populaire? Ça fonctionne-tu? Tu peux-tu parler un peu de tout ce qui tourne alentour de ça? Oui, absolument. Donc, je pense que oui, c'est de plus en plus, en fait, populaire. C'est de plus en plus populaire? Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est que les gens, c'est rendu concret.
Tout le monde a un ami ou un parent, une famille qui s'est fait inonder récemment quand il n'y a plus. Tu Ouais. sais, ou. Puis il va en avoir de plus en plus. Il y en a de plus en plus des tempêtes de neige imprévues, ou du verglas, de la fonte, du gel. T'sais, on n'avait pas avant des changements de température aussi drastiques dans un hiver. Là. Ouais. Maintenant, on le voit, là, il peut faire 10 une journée pleuvoir, le lendemain, il fait -20. Ouais. Mais ça, sur les bâtiments, c'est extrêmement... Ben, c'est ça doit être l'enfer. Puis, tu sais, il y a ça aussi, c'est que au Québec, la construction d'un bâtisse, c'est tellement différent à travers le monde que c'est. Absolument. Donc, pour moi, il y a de plus en plus les gens portent une attention à ça. Il n'y en avait pas beaucoup avant parce qu'on ne paye pas notre électricité très cher. Donc, il n'y avait pas de... Les gens ne le faisaient pas pour l'argent ou pour sauver de l'argent parce que même si ta maison performe mieux, c'est tellement minime sur ta facture. L'hydro que rentrer dans ton argent, ça peut être long. OK, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le LLED, le fameux LEED, là, en fait, c'est ça. C'est pour que en guillemets, tu bâtis des maisons qui performent plus. C'est ça, en fait. Ben, LEED, c'est une charte avec des points. Donc, il y a plein de choses. Oui, la performance de ta maison ou de ton bâtiment rentre en ligne de compte. C'est quand même Il y a beaucoup de points à aller chercher là. Mais c'est aussi où tu prends tes matériaux. Est-ce qu'ils sont locaux? Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a du transport en commun autour? Fait qu'il y a vraiment une panoplie d'affaires qui rentrent dans le LEED. Puis, il y a plusieurs niveaux de certification. Donc, certifier quelque chose LEED bronze, c'est assez facile. Puis la plus haute certification qui est LEED platine, là, ça commence à être du sport. Puis là, il faut que ton bâtiment, il faut que tu coches à peu près toutes les cases. Donc, il faut aussi qu'il soit performant. Puis un bâtiment performant, essentiellement, c'est ça. C'est un bâtiment qui est super isolé, qui est super étanche, donc qui demande très peu d'énergie pour fonctionner. Bien, dans le fond, pour se chauffer ou se climatiser. C'est vraiment plus populaire. Là. Ça de plus en plus populaire. Je pense que moi je pense que l'avenir c'est juste améliorer un peu nos standards, mais tous nos standards, parce que là nous on est bien fiers de certains projets qu'on a fait où on a atteint des niveaux super élevés, LEED platine, performance de fou, mais c'est une maison. Ah ouais, c'est ça. Puis atteindre ça prenait un client ultra motivé qui le fait aussi quasiment comme un défi pour ses valeurs personnelles. Ça doit nécessairement demander un investissement plus important, oui, non? Pas si énorme, mais oui, clairement. Surtout de temps et de réflexion. Mais si, au lieu de faire une maison qui est 3-4 fois plus performante que la moyenne, tu fais toutes les maisons 15-20% mieux. Mon constat, c'est que les exigences du code ou les niveaux d'isolation qu'on a en ce moment, c'est un peu bas. C'est trop bas. OK, c'est trop bas. C'est trop bas, puis il n'y a pas... à cause de la réalité québécoise au niveau du climat? Oui, c'est pas très difficile de faire un peu mieux. OK. Puis tu vois des nouveaux climats 2.0, il y a certains programmes, tu vois que... Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, c'est mon opinion personnelle. C'est là que je m'en allais, en fait. Au niveau de la construction au Québec, comme qu'est-ce que tu vois qui devrait être amélioré? Y a-tu des idées? Je trouve c'est ça. On est un peu en retard sur les produits à utiliser. Nous, pour faire les projets qu'on fait, quand on fait des projets très performants, il faut qu'on importe d'Europe. Ah, OK. Beaucoup de... Donc, les membranes. OK. Donc, tout le monde connaît le fameux Tyvek. Mais ça n'a pas la même résistance ou les mêmes capacités que des membranes européennes. En dedans, tout le monde connaît le polythène. Pour nos projets, on va utiliser des membranes intelligentes qui travaillent différemment. Je résume ça simple là, pour tout le monde, mais un polythène, c'est comme un imperméable jaune. Puis les membranes qu'on utilise, c'est plus comme un manteau Gore-Tex. Ah, OK. Donc, ils ont une capacité à comprendre où l'humidité. Si c'est ton mur qui est plein d'humidité puis qu'il y a chaud, mais tu le laisses respirer vers la maison. Puis si c'est dans ta pièce qu'il y a trop d'humidité dans ta maison, ça peut sortir dehors. Bref, des membranes qui respirent. On a commencé au Québec, en fait. Qui t'as pas le choix d'utiliser quand tu travailles beaucoup la performance, quand ton mur il est vraiment isolé, puis il est bien épais parce qu'il est vraiment isolé. Tu peux pas prendre des risques par rapport à la condensation ou l'humidité dans ton mur. Il faut vraiment qu'il respire. Fait que c'est drôle à dire, ça peut être contre-intuitif, mais une maison, pour qu'elle soit super étanche à l'air, faut qu'elle respire. Mais il faut qu'elle respire.
Fait que c'est certains principes de base des maisons vraiment performantes. Mais nous, on s'est intéressé à ça parce qu'on rénove beaucoup de maisons à Montréal. Qui sont des vieilles souvent maisons. centenaires ou proches de l'être. Oh, OK. À peu près tout le parc immobilier de Montréal, c'est ça. ça. Puis ils sont relativement saines s'ils n'ont pas été rénovés par trop de cabochons. Parce qu'ils ont toujours respiré. Ils ne sont pas isolés. Parce que c'était pas isolé. Même si ton parement de briques n'est pas étanche puis un peu d'eau en arrière, ça séchait le lendemain. Puis là, tout d'un coup, quand on les rénove, nous, on s'est mis à réfléchir à ça. Là, tu changes la condition si tu l'isoles puis tu la rends super étanche. C'est ça. Puis c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à ces membranes-là. Fait que même, vu qu'ils respirent, on s'est dit, on garde la même... on garde le bâtiment dans le même état. Qui était pour pas qui a été un succès. Ça fait 100 ans qu'il est en bon état, mais il n'était pas isolé. Là, on veut l'isoler. On va pas le laisser faire une réno puis pas isoler une maison. Ça n'a plus de sens de nos jours. Mais on va la laisser respirer comme elle a toujours fait. C'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser surtout à cet aspect-là. Mais je pense que de ce côté-là, bref, pour résumer, là, il y a vraiment place à amélioration. Puis on voit qu'il y a de l'intérêt. Autant du côté des architectes, on voit plein d'architectes qui vont se certifier, chercher des certifications, des formations là-dedans pour avoir plus de connaissances. Que même chez nous, chez d'autres entrepreneurs, les connaissances commencent à s'améliorer. Puis... Sais-tu que les connaissances n'existent pas ou c'est des connaissances qu'on faut aller chercher ailleurs, en fait? Je pense qu'il existe. Il n'y a pas assez de monde qui les ont, mais il existe. Même, c'est ça. Même moi, j'ai fait mes formations continues pour ma licence RBQ récemment avec la PCHQ. Puis il y avait des choses à proposer. Ils ont travaillé sur une composition du mur parfait. Puis, il y a de l'information, il y a des ressources. Il y a même aussi de plus en plus de distributeurs. Ça, j'ai vu la différence juste en 5 ans d'aller se procurer les produits qu'on veut. C'est plus facile. Plus accessible, en fait. Là. De plus en plus. OK. Puis tu vois qu'aux États-Unis aussi, ils s'intéressent à ça. C'est parce que avec les changements climatiques, fameux changement climatique, là, à un moment donné, tu n'auras comme pas le choix si tu veux garder ta maison, que tu voulais la faire durer. Mais, tu sais, puis là, je t'ai posé la question tantôt, mais en fait, au niveau de l'accessibilité, est-ce que quelqu'un qui veut, tu peux faire des rénaux ou il faut que tu recommences de A à Z pour avoir ces genres de bâtir ta maison pour qu'elle soit certifiée? Il y a des choses à faire quand tu fais des rénaux. Ouais. Il y a des choses vraiment simples, puis que le monde font, puis ils ne disent même pas que c'est pour ça qu'ils le font, mais si tu installes une thermopompe, là, c'est déjà un extrêmement bon move. Puis c'est ça, puis là, je m'en allais au niveau des subventions. Ouais. Au niveau de tout cet aspect-là de la construction, au niveau des résidences au Québec. Il y en a, mais là, tu vois, cette année, il y en a une grosse pour la géothermie. Cette année, ça fait un petit moment, là. Donc, puis là, on se fait parler beaucoup de géothermie parce que cette subvention-là est extrêmement intéressante. Puis géothermie. Pour les clients. Peux-tu expliquer un peu quoi? La géothermie, essentiellement, c'est un puits, donc une foreuse qui creuse un trou linéaire. Tu peux faire de la géothermie verticale ou horizontale, avec des puits qui sont un peu sous terre mais horizontaux, mais on fait, nous, plus souvent vertical. Donc, dans le fond, c'est que tu fais ton puits, puis l'idée, c'est que dans le sol, l'air est toujours plus tempéré. Donc, l'été, l'air est plus frais dans le sol, 400-500 pieds sous terre. Puis l'hiver, il est plus chaud. Donc, tu extrais l'air ou tu crées une boucle. OK. Puis ton système de ventilation ou même... ton système de ventilation, il prend l'air de la terre? Il y a une boucle, puis ça tempère ton système. Fait que ton système travaille moins... Je résume ça, j'essaie de faire ça simple, mais ton système travaille moins fort. Puis tu peux faire un échange air-air, donc comme on dit, un système de ventilation. Tu peux faire un échange air-eau. Fait que même tes planchers radiants, l'eau peut être tempérée par ça. Fait que ça a toujours coûté vraiment cher. Parce que c'est une grosse machinerie, il faut que tu fasses des puits. Mais là, il y a des très bonnes subventions, principalement parce qu'Hydro manque d'électricité. OK, mais ça, mettons, n'importe qui, pas nécessairement n'importe qui, là, mais quelqu'un qui a une maison pourrait peut-être se lancer dans ce projet-là, c'est accessible ou... C'est relativement accessible. Il faut qu'il y ait quand même une grosse foreuse qui vienne sur ton terrain te faire c'est pas n'importe où qui peut faire ça, mettons. Puis pourquoi qu'on ferait ça, mettons? Je pense que, nous, c'est dans le cadre d'un gros projet de rénovation majeure ou une maison neuve. Je pense que si tu as besoin
d'améliorer ton système, puis tu veux faire ça simple, juste déjà, si par exemple, tu as toujours chauffé avec des calorifères, puis là, tu t'installes une thermopompe, ça va faire une grosse différence. OK. C'est déjà... Ou si tu avais un système au gaz ou à l'huile, puis là, tu switches à une thermopompe. Ça, c'est très simple. Ouais, ça, c'est assez de simple. base. Puis ça fait une grosse différence. Une thermopompe, ça consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. Puis les thermopompes sont de plus en plus performantes, donc ils peuvent te chauffer ou climatiser quasiment toute l'année. Toute l'année. Ils vont se rendre jusqu'à moins 20, mettons, puis après, ils performent un peu moins bien. Fait que souvent, tu vas garder un système d'appoint, justement, quelques calorifères ou peu importe. Mais ça, c'est un exemple de choses simples. Good. Hey, pour Modular, oui. Où vous en allez? C'est quoi vos prochains... on a parlé d'un peu des projets que vous en allez, là, mais mettons votre vision à long terme, là, toi, puis mettons Julien, là, c'est quoi... Tu nous en parles un peu? Où vous en allez? C'est quoi vos projets? C'est quoi vos ambitions? Ouais, ben... Premièrement, après quand même plusieurs années là-dedans, puis à faire les projets qu'on fait, puis qui sont toujours, qui sont assez complexes, où le niveau de connaissance doit être élevé. On a toujours accordé une grande importance à notre équipe, à notre gang, parce qu'on vient de là. On a fait tous les métiers partant de charpentier, comme je l'ai dit au début. Mais encore plus parce que quand on perd quelqu'un, c'est tellement de temps investi qui s'en va en formation, en apprentissage. Donc, on travaille beaucoup à créer un esprit de famille puis garder notre gang avec plein d'idées qu'on a, mais comme tu disais, assurer que nos chantiers sont sécuritaires, les projets qu'on leur propose sont le fun, ils ont de l'accompagnement, s'ils veulent des formations, on en offre, puis évidemment, les activités d'équipe, les activités sociales. Pour moi, ça fait une grosse différence parce que du roulement, je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais pour nous, je pense que c'est encore une stabilité, plus c'est difficile. le fun aussi. Oui, puis pour le côté le fun, moi, on travaille très fort, mais beaucoup de temps, c'est quand même un domaine qui est demandant. Fait que d'avoir une gang, avoir du monde que ça fait 5 ans, 10 ans que tu connais bien, avec, qui deviennent des amis, pour moi, ça fait la différence. Donc, renforcer encore plus l'esprit d'équipe. Notre équipe, ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas si concret, mais qui est vraiment important. Puis sinon, côté projet, je pense qu'on n'a pas de limite. On aime les défis. Puis on est toujours à la recherche, justement, du prochain défi. Je pense qu'on va garder notre base, qui est les projets architecturaux. Puis de ce côté-là, il y a toujours des projets intéressants. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée folle ou un projet fou. On n'a pas parlé beaucoup, mais c'est ça, notre base est vraiment à Montréal, mais on fait beaucoup de projets aussi Canton de l'Est, Rive-Sud. Fait que je pense qu'on va continuer élargir un peu, stabiliser notre territoire, avoir des équipes bien implantées partout. Puis, mais sinon, je pense que c'est aussi commencer à avoir des projets un peu différents, comme je disais tantôt avec l'exemple du refuge dont je parlais. Des défis différents, mettons. Ou le défi, ou les logements préfabriqués, qui est la demande du gouvernement, qui est là. Donc ça, pour moi, ça devient vraiment intéressant. C'est ça, les projets qu'on fait sont passionnants parce qu'on aime l'architecture, on aime la qualité, les beaux projets, mais d'amener ça dans d'autres sphères de la construction, pour moi, c'est là où on doit aller, puis participer, je pense que c'est un effort de société. Il va falloir qu'on construise des maisons. Puis plus que qu'est-ce qu'on fait là. C'est ça. Nous, on fait des maisons, ça prend un an et demi parce qu'on est dans le détail. Pas besoin qu'elle soit grosse, détail. Mais d'avoir un peu de tout. Avoir d'autres projets où le défi, c'est la même maison, on va la faire en 3 mois. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de varier. On va jamais tomber dans le volume. Le volume juste pour produire puis pour générer un gros chiffre d'affaires, ça, c'est pas notre truc. Mais de toujours trouver des nouveaux défis, ça, par exemple, ça nous a ça vous motive. Puis tu sais, on parlait de main-d'œuvre tantôt, justement. Cherchez-vous du monde? Oui. Puis vous cherchez du monde dans quel coin? Quel métier? On cherche du monde terrain, donc charpentier-menuisier. On en cherche dans nos 3 régions, mais dans le fond, qui est comme une grande région. Là, la grande région de Montréal. Grande région de Montréal, Rive-Sud jusqu'au canton de l'Est. OK. C'est tout sur notre site aussi, d'ailleurs, puis sur nos réseaux sociaux, là, si les gens veulent aller voir. Mais fait donc chantier, puis on a des postes aussi, au bureau. OK. Vous avez besoin du monde aussi à l'interne, au côté administratif? Oui, exact. Fait que
Écoute, il y a plusieurs postes, là, cours d'eau de projet, chargé de projet. Fait qu'il il manque de main-d'œuvre un peu comme n'importe où. Ouais. Vous êtes à la recherche de monde. Puis dans le fond, tu me parlais de votre site web. Votre site web, c'est quoi exactement? Pour le monde qui notre site web, c'est très simple, c'est modular.ca. OK. Donc, puis êtes-vous sur les réseaux sociaux? Le monde peut vous suivre un peu partout? Construction modular sur Instagram, LinkedIn. Super. Facebook. On est là. Francis, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye tout le monde.